Mesdames et Messieurs, distingués invités et chers membres de la presse, de prime abord, permettez-moi d'abord de présenter mes vifs remerciements au parti politique Les Vonoué Bâtissons, les BAT en abrégé, pour l'organisation de cette conférence, mais aussi et surtout pour la confiance m'accordée en vue de parler qui va de l'intérêt de notre pays, la République démocratique du Congo. Au regard du thème choisi qui s'intitule « Justice, paix et travail à l'épreuve de la mauvaise gouvernance », je vais m'appesantir sur l'aspect sociologique autour du sous-thème « L'impératif de la normalisation comportementale, gage de la stabilité sociétale ». Mon exposé va s'articuler autour de 3 principaux points, dont la définition des concepts clés, les différentes sortes de normes sociales et leur parallélisme, et enfin, je vais également parler de leur importance sur la stabilité sociétale et sur la qualité de la gouvernance. En commençant par les premiers points qui s'intitulent sur la définition des concepts, nous allons ici clarifier les concepts ci-après. Il y a les concepts des normes, le comportement ainsi que la stabilité sociale. Sociologiquement parlant, quand on parle de la norme, ici on sous-entend un ensemble de règles qui régissent les conduites des acteurs sociaux. Autrement dit, ce sont de véritables codes moraux et collectifs qui spécifient la conduite à tenir dans telle ou telle autre circonstance. Mais comme notion pluridimensionnelle, il y a un sociologue au nom d'Étienne. Lui a défini la norme comme des modèles de conduite qui orientent le comportement des hommes en société. Et cette définition, clarifiée par cet auteur au nom d'Étienne, nous permet directement d'aborder le deuxième concept qui est celui de comportement. S'agissant du comportement, ce dernier n'est rien d'autre que l'attitude que l'on attend d'une personne au sein de la société, et c'est tout ce qui relève de notre manière de faire, d'agir et de réagir et qui définit notre personnalité. Ici, on met beaucoup plus l'accent sur la personnalité et qui englobe même la probité morale. En ce qui concerne le troisième concept, qui est celui de stabilité sociétale, tout d'abord, il faut retenir que est sociétal tout ce qui est en rapport avec la société. Et la stabilité sociétale consiste donc à maintenir la société en équilibre et en favorisant une coexistence harmonieuse. Je m'en vais directement au deuxième point qui est celui qui va se consacrer sur les sortes de normes. Comme nous l'avons dit précédemment, les normes constituent des garde-fous sans lesquels la société se transformerait en jungle. Ainsi, il existe 2 sortes de normes. Il y a les normes dites sociales et il y a les normes juridiques. Parlant des normes sociales, nous devons retenir que celles-ci, des mœurs et des coutumes, elles sont intériorisées par les individus par les biais de la socialisation. Elles ne sont pas codifiées et constituent donc l'œuvre de la société véhiculée par les personnes âgées, tandis que les normes juridiques constituent un ensemble de règles élaborées et formalisées selon la procédure et qui obéissent à une publication écrite. Il y a donc une nuance entre les deux, mais cette nuance n'est pas du tout poreuse. La différence qui découle de ces 2 normes, c'est que les premières appellent à des sanctions comme la réprobation, le ricanement, la mise en quarantaine ou en marge de la société, alors que les deuxièmes, c'est-à-dire les normes juridiques, sont celles qui font appel à des sanctions dictées par la loi. Il peut s'agir, par exemple, de la prison. De cette différence, il faut noter que tout celui qui enfreint la norme sociale est un déviant, tandis que celui qui enfreint la norme juridique est appelé délinquant. Un sociologue et philosophe au nom de Lalande
distingue deux éléments importants dans la norme. Il parle de l'impératif, mais aussi il parle de l'appréciatif. En parlant du premier concept, c'est-à-dire l'impératif, ce premier fixe ce qu'il faut faire et ne pas faire, alors que le deuxième, c'est-à-dire le concept de l'appréciatif, spécifie ce qu'il est bien de faire ou mal de ne pas faire. Et cette notion relève surtout des valeurs qui renvoient à la morale. En clair, l'impératif donne un caractère obligatoire à la norme ou à la loi. Mais en République démocratique du Congo, par exemple, on fait fi à l'impératif, en même temps à l'appréciatif. Cette situation devient une anomie et ça dénote un signe de la mauvaise gouvernance. Nous avons plusieurs textes qui nous régissent, dont la Constitution en est la loi fondamentale. Mais comment parvenir à assurer une stabilité sociétale à partir du moment où nous avons une constitution à la carte? J'insiste bien, la constitution à la carte, où le respect de ces dispositions dépend des humeurs des personnes. On se pose alors la question, mais où est finalement le caractère coercitif ou contraignant de la loi? Il suffit juste de voir comment se comporte la classe dirigeante et la classe dirigée pour comprendre qu'effectivement, il y a un problème. Et si vous vous comportez à l'antipode de la Constitution, vous initiez des projets ou des programmes qui énervent les textes et qui n'ont qu'un soubassement sociologique, vous êtes indélinquants. Et en République démocratique du Congo, nous assistons fort malheureusement à un état délinquant et déviant, et c'est ce qui donne, et c'est ce qui ne donne pas de se construire et d'atteindre ces objectifs constitutionnels, c'est de bâtir au cœur de l'Afrique une véritable nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Point qui s'articule autour de l'importance sociale et juridique sur la stabilité sociétale et la bonne gouvernance. Et comme nous l'avons dit précédemment, une société dans laquelle la norme n'est pas respectée, cette société-là est confondue à une jungle où c'est la loi du port qui règne. Et au regard de la situation, n'échappe pas à cette désastreuse et triste réalité, car les records dans multiples violations des lois, et cela au regard impuissant de la justice, censée assurer le caractère coercitif de la norme ou de la loi. L'importance des normes sociales et juridiques de la gouvernance permettent donc à la société de ne pas vivre la déperdition. Le développement d'un pays commence essentiellement par le respect prescrit de la loi et le respect des valeurs sociétales. Et nous pensons que pour assurer la stabilité sociétale en République démocratique du Congo, il est donc impérieux d'insister sur la socialisation politique, en mettant beaucoup plus l'accent sur les caractères impératifs ou coercitifs de la norme. À ce jour, le constat fait état de la probité morale, la démocratie, l'égoïsme, le détournement et tout ce qui va avec. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers membres de la presse, comme le thème de ce jour porte sur la justice, la paix et le travail à l'épreuve de la bonne gouvernance, notons que la bonne gouvernance passe aussi par la qualité de l'élite dirigeante, capable de mettre en place un État pro. Quand je parle d'un État pro, c'est-à-dire un État programmateur, un État protecteur et un État producteur. Parlant de l'État protecteur, ici on fait allusion à la protection des personnes et de leurs biens. Et parlant
d'un État qui est dit un État programmateur, c'est un État qui met en place autour de sa vision une programmation en termes de gouvernance. Et dans les notions managériales, on ne peut parler de la programmation que lorsqu'il y a une vision qui s'installe, laquelle vision consiste à pousser le pays vers son développement. Mesdames et messieurs et distingués invités et chers membres de la presse, pour ne pas beaucoup entrer en détail, je vais laisser la latitude à M. Alain Bolodjoa, à sa prise de parole, de pouvoir étoffer cette problématique, car il s'agit là des martyrs de l'indépendance qui méritent notre respect et qui méritent honneur et qui doivent tous être élevés au titre des héros nationaux. Il s'agit des personnes ci-après. Emery Patrice Lumumba, qui est déjà notre héros national. Il y a aussi Maurice Mpolo, Joseph Okito, Jean-Pierre Finat, Christophe Muzungu, Pierre Elengesa, Camille Yangara, Emmanuel Nzuzi, Joseph Mboui et Jacques Fataki. Ce sont là 10 personnes qui ont été victimes d'un État assassin dans les années 1960 lors de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est donc qu'en ce jour, nous avons voulu corriger l'histoire, parce que l'histoire nous dit que dans les années 60 ou les années 1961, Emery Patrice Lumumba, qui est notre héros national, a été assassiné accompagné de deux compatriotes dont nous avons cité Maurice Mpolo et Joseph Okito. Alors que ce n'étaient pas des personnes autour de lui, il y avait 10 personnes qui entouraient Emery Patrice Lumumba, 9 personnes, et toutes ces personnes-là ont été tuées et ont été sauvagement massacrées dans les années 1961. Donc c'est ici le temps de rétablir la vérité, afin que toutes ces personnes qui ont été victimes de l'état de droit soient également élevées en qualité de héros nationaux. C'est donc par cette note que je clôture mon exposé de ce jour et je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, mais aussi à féliciter notre frère Samson. Mon propos, ou sinon, pour cette partie, je voudrais être plus politique. Je considère que l'histoire du Congo a été tronquée. Parce que déjà au départ, on nous a présenté Lumumba comme le seul père de l'indépendance, alors qu'il y avait plusieurs autres qui ont eu à intervenir dans ces combats. Voyez-vous? Et très souvent, on semble négliger l'apport de ces derniers, alors qu'ils ont eu effectivement à se sacrifier pour que nous atteignions cet objectif. Kasavubu, c'est un grand homme. Quelqu'un qui a eu à sacrifier et à participer dans la lutte. Et il n'était pas seul, ils sont nombreux, tous ceux qui se sont battus. Et nous avons pu accéder à l'indépendance qui n'était pas c'était la suite logique des combats que nos pères ont eu à mener, et la Belgique, ou sinon que de prendre note de notre indépendance, parce que sur le plan mental, nous étions déjà indépendants. Ce qui nous restait, c'était juste avoir un texte, un acte de l'indépendance, bien que aucun historien nous a démontré qu'il a eu à voir ces documents, mais du moins,
nous savons qu'il y avait, au sorti de la table ronde, un acte qui a été pris. Et au lendemain de notre accession à l'indépendance, nous avons eu beaucoup de faits ou des actes, ou sinon des événements politiques qui ont mis en mal le fonctionnement de l'État. Nous comprenons la plupart, ou sinon la quasi-majorité des pères de l'indépendance étaient des autodidactes et ils n'avaient pas de référentiel en termes de gestion. Le tout premier président de la République, qui a été élu au suffrage universel direct, c'était Papa Kasavubu. Et très souvent, lorsque nous disons que Joseph Kabila est le premier président à être élu de manière démocratique, si cela a été réellement le cas, c'est tronquer l'histoire, parce que le tout premier président était effectivement un président élu au regard des dispositions pertinentes de la loi fondamentale. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que la République démocratique est née démocratique. C'est-à-dire que ce n'était pas comme un démocratique où vous avez des institutions issues et ceux-ci ont permis, n'est-ce pas, à encadrer mais aussi à former leurs militants. Fort malheureusement, les appétits gloutons de la classe politique de l'époque nous ont amenés à un cycle vicieux de déstabilisation. Comme l'a dit Samson, cité Emery Patrice Lumumba, Joseph Okito comme le martyr. Oui, effectivement. Parce que dans le courant ou dans les événements qui ont suivi la crise institutionnelle et politique, il y avait 10 personnes qui étaient arrêtées, et je crois que notre ami a cité leur nom. On a semblé oublier les 7 autres. Dans leur arrestation, ils ont été scindés en 2 parties. La première partie, ceux qui étaient envoyés dans le Katanga, et la deuxième partie à Bakwanga. Vous serez peut-être appelés à nous poser la question, qu'est-ce qui s'était passé réellement? Nous pouvons ici prendre le risque de vous dire qu'il y avait effectivement conflit entre le gouvernement de l'époque et les 2 tendances, c'est-à-dire les sécessionnistes, le Katanga et les Kasaï. Mais ce qui est surprenant, pour ce dossier des militants de la démocratie de l'époque, on a senti qu'effectivement, il y avait une volonté manifeste de travailler en synergie. Le gouvernement de l'époque, qui avait pratiquement mis la main sur toutes ces personnalités, a eu à travailler en synergie avec les sécessionnistes. Une partie, les 3 personnalités citées, ont été envoyées dans le Katanga. Tous ont été assassinés. Les 7 autres qui étaient envoyés dans le Bakwanga, tous ont été assassinés. Ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà de ce qui était formel. C'est-à-dire que ce n'était pas les dirigeants de l'époque qui décidaient sur qui doit vivre ou qui doit mourir. C'était les forces étrangères. Si vous allez au-delà de ça, nous avons appris qu'il y a certaines personnalités politiques, que ce soit du Katanga, que ce soit du Kasaï, qui étaient coordonnées par les services de renseignement extérieurs, qui ont participé dans une large mesure sur la situation de l'assassinat de ces 10 personnalités. Et donc, ce qui sous-entend que l'État congolais était complice dans l'assassinat, et fort malheureusement, il y avait la Belgique, il y avait les États-Unis et leurs services. Et on a eu à tuer comme ça 10 compatriotes, justement parce qu'ils avaient
il n'avait pas obtempéré à l'aliénation ou sinon au néocolonialisme tel que nous l'a imposé par la Belgique, les États-Unis et les autres centres d'intérêt. Pour rétablir l'histoire, nous voulons assez que dans nos esprits, que nous reteignions qu'effectivement, Lumumba n'était pas seul. C'est vrai que c'était lui qui était le leader, parce que dans la plupart des cas, tous ceux qui ont été tués justement parce qu'ils appartenaient à un parti politique, le MNC. Fort, malheureusement, toutes ces personnalités assumaient de fonctions d'État. Lumumba, Premier ministre. Maurice Mpolo était député. Joseph Okito, sénateur. Jean-Pierre était gouverneur de la province, l'ancienne province orientale. Il y avait Christophe Mouzungu qui était secrétaire d'État chargé de la province, administrateur chargé de la sécurité. Il était conseiller spécial à la présidence du Conseil du Congo. Camille Nyangara, commissaire des districts de Haut-Toué. Emmanuel Nzouzi, secrétaire de la jeunesse, en charge de la jeunesse. Vous avez Joseph Mbouyi, ministre de la classe moyenne. Vous avez Jacques Fataki, commandant de la gendarmerie. C'est-à-dire que toutes ces personnalités étaient effectivement des agents publics de l'État. Après cet assassinat, nous avons eu d'autres gens qui ont été assassinés. Nous avons Kimba, Bamba, Mahamba, Anani, qui étaient aussi, pour la plupart, de hauts fonctionnaires de l'État, des agents publics de l'État, et fort malheureusement, eux aussi ont été assassinés, mais cette fois-là en 1966. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que les intérêts politiques ont tendance à marcher sur les intérêts de l'État, et les gens profitant de cette réalité cherchent à éliminer certains compatriotes au nom et pour l'intérêt des animateurs des institutions ou sinon de la présidence de la République. On crée une histoire, on vous présente un fait, on vous dit voilà, ces gens ont attenté à la vie de la personne du président et donc on doit le mettre de côté. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend, profitant de la faiblesse de l'administration ou de loi, il y a des gens qui ont été assassinés dans ce pays et fort malheureusement on en parle de moins en moins. La question que nous devons tous nous poser en ces moments précis, est-ce que les choses ont-elles changé? Oui ou non? Je vous donne plusieurs cas. Aujourd'hui, au Congo, nous avons certaines personnes qui sont poursuivies par la justice, justement parce qu'on considère qu'ils ont attenté à la vie de la personne du président de la République ou carrément des institutions. Nous tous, nous avons assisté à un phénomène il n'y a pas longtemps, avec le conseiller spécial en matière de sécurité de M. Félix Tshisekedi. On nous a dit qu'il aurait attenté à la vie de M. Félix Tshisekedi, et fort malheureusement, le dossier ayant évolué, aujourd'hui on nous apprend c'était atteinte à la sûreté de l'État, qu'il aurait préparé ou créé un site de formation des militaires pour créer la désolation au niveau du pays. Il était au niveau de l'ANER, aujourd'hui il est au niveau de la prison. Pourquoi avons-nous pris cet exemple? C'est justement parce que c'est dans le même contexte que ce qui s'était fait en 1966 et c'est ce que nous fustigeons. Comment peut-on expliquer? Vous arrêtez un conseiller spécial sur des questions sécuritaires de la personne du président de la République, c'est-à-dire la plaque tournante de service de renseignement, le chef du Conseil national de sécurité, pour un dossier assez précis. Fort malheureusement, on change le dossier et au moment où nous parlons, il y a une dame, colonel Lili, qui est aujourd'hui en prison justement parce que dans le site où elle a l'influence, parce qu'elle est chargée de tout Mongafula, dans ces sites-là, on a trouvé un sous-siat dans la concession de la femme de M.
François Beya. Devons-nous prendre au sérieux cette réalité? Ne pouvons-nous pas réfléchir sur les velléités? Avec les temps, on saura qu'effectivement, il y a un problème, un dessous des cartes. Vous apprendrez par la suite que ça n'a rien à voir avec la question sécuritaire, c'est un problème de conflit d'intérêts. Il y a quelqu'un au niveau des institutions qui est en connivence avec le Rwanda, qui veut travailler dans le sens de neutraliser tous les techniciens au niveau des institutions, justement pour fragiliser nos institutions. Et je pense qu'il est temps que nous puissions déjà en parler. Ce que nous voulons dire par rapport à ces sujets, c'est justement nous dire, c'est-à-dire nous voulons faire comprendre à l'opinion qu'au regard de ce qu'il y a aujourd'hui, nous craignons que nous retombions dans la même situation de 1966. On a accusé Kimba, Bamba, Mahamba, Nani des tentatives de coup d'État. Ils ont été pendus. L'ironie de l'histoire, la personne qui avait signé le premier acte, c'était M. Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République. Nous craignons que l'histoire se répète. On doit éviter de sacrifier les techniciens justement pour plaire aux humeurs politiques. Donc, c'était ça, au fait, cette partie qui consistait à rétablir l'histoire et à éclairer notre opinion par rapport à ce qui s'est fait en rapport avec le dossier François Beya, en rapport avec le dossier de ses collaborateurs, en rapport avec les dossiers de... bon, je ne citerai pas M. Vital Kamerhe, mais il y en a autant de dossiers en rapport avec tous ceux qui sont aujourd'hui en justice, justement pour plaire aux humeurs de personnes. Je prends le cas ici de M. Barnabé Ouimana. Lui aussi a été arrêté. Justement, le fait d'avoir fait une déclaration dans le sens, bon, d'après l'interprétation des juges, fort malheureusement, ils ne m'ont pas convaincu, dans le sens de dire que ces gens avaient l'intention de déstabiliser les institutions ou d'abattre la personne de M. Félix Tshisekedi en disant « Akoli Ambouma ». Je ne sais pas si les Équatoriens sont là ou les spécialistes sont Lingala, si réellement ça veut dire qu'il va être tué. Et fort malheureusement, il a été condamné. Après ça, nous constatons tous, il y avait une ordonnance graciant certaines personnalités, certaines personnes. Fort malheureusement, cette ordonnance aujourd'hui n'a même pas la valeur d'une ordonnance médicale parce elle n'est pas jusque-là appliquée. Je crois que par rapport à cet aspect des choses, nous pouvons nous arrêter là et nous entrons maintenant dans notre sujet tel que cela a été annoncé. Comme vous le savez, nous avons tenté d'ajouter tous ces éléments justement pour compléter notre ami. Ceux qui font l'économie du temps, commencez maintenant à comptabiliser les 15 minutes. Voilà. Oui, pour ces jours, comme l'a dit le modérateur ainsi que notre ami Samson, notre thème c'est justice, paix, travail, à l'épreuve de la mauvaise gouvernance. Vous l'avez certainement compris, que nous avons insisté sur la justice et nous allons insister sur la paix et le travail. D'ailleurs, notre ami est revenu là-dessus. C'est votre devise. Justice, paix, travail. C'est un triptyque. Il y a là 3 dimensions dans cette philosophie. Ça résume en réalité toute la vision que s'est fait l'État. Justice, c'est une conditionnalité pour que nous ayons la paix. Paix, c'est une conditionnalité pour que nous arrivions effectivement à développer le travail et à rechercher le mieux-être. Lorsque nous disons à l'épreuve de la mauvaise gouvernance, nous voulons tout simplement dire que dès lors que nous nous sommes fixés ces 3 objectifs essentiels de notre société et qu'au niveau de l'autre côté, il y a certains impondérables ou certaines réalités de gouvernance qui nous empêchent d'atteindre ces 3 objectifs, naturellement, la population ne peut pas connaître son mieux-être. Le sous-thème retenu
en ce qui nous concerne, faits et incidences de politiques contradictoires face aux enjeux socio-économiques. Premièrement, M. Félix Tshisekedi accède au pouvoir par de voies scabreuses. Nous le savons tous, qu'il a été kabylocratiquement élu et cela reste incontestable. Fort malheureusement, dans sa gouvernance, il nous a amené une gouvernance polluée. Manque d'organisation et de coordination. Manque de vision cohérente. Ce qui nous a conduit inéluctablement à un dysfonctionnement systémique voulu. Et devant cette réalité, nous nous sommes rendus compte que cela ne résultait pas que de la volonté, mais de l'absence de la capacité, nous dirons mieux, de la capacité à orienter des choses pour que nous atteignions le mieux-être pour tous. Il a commencé par ce fameux programme de 100 jours. Et je crois que vous l'avez tous. Ce programme, déjà dans sa conception, démontrait un caractère criminel, non seulement des objectifs, mais surtout de la finalité. Dans ce fameux programme, il y avait déjà un problème d'évaluation. Parce que, comme vous le savez, dans la conception de programmes comme de projets, il y a 4 niveaux d'évaluation. Il y a l'évaluation que l'on appelle l'évaluation ex ante, une évaluation qui s'est faite avant l'opérationnalisation. Il y a encore une autre évaluation, l'évaluation ex tempore, qui s'est faite à mi-parcours. Il y a l'évaluation finale qui s'est faite à la fin du projet et l'évaluation ex post qui s'est faite après la fin du projet. Pour chaque évaluation, on cherche justement à donner des orientations par rapport à la gouvernance. Dans l'évaluation ex ante, on cherche à évaluer le coût du projet avant le lancement. Parce que comme vous le savez, dans la conception de projet et de programme, il y a des phases. Tout part par la conception. Et après l'élaboration, pour que nous entrons effectivement à l'évaluation. C'est lui qui commet des erreurs au niveau de la conception, au niveau de l'élaboration et au niveau de l'évaluation ex ante est déjà prédisposé à échouer. M. Félix Tshisekedi, au regard de ces programmes, était prédestiné à échouer. Tout économiste sérieux, surtout économiste de développement, sait pertinemment bien que ce programme ne pouvait pas atteindre ses objectifs, justement parce qu'il y avait des incohérences. Dans ce programme, il avait présenté, je peux vous renvoyer au premier tableau synthèse. Vous avez la troisième colonne, ou sinon la deuxième colonne titrée montant total. Le total général, c'est 488 145 106 dollars. C'est ça le montant global, tel que présenté dans le tableau synthèse. Et dans ce programme, il y avait des rubriques. Route, on a réparti en deux, office de route, office de voirie et drainage. Il y a un sous-total. Après, il y a la santé, éducation, habitat, énergie, électricité et eau comme des sous-points, emploi, transport, agriculture, pêche et élevage. Et puis, il y avait autres actions sectorielles. Voyez-vous? Dans ces tableaux, lorsque vous prenez la répartition, vous vous rendez compte que le total, le sous-total pour le route était estimé à 240 338 329 dollars. Et lorsque vous allez parcourir les fameux projets, vous allez vous rendre compte qu'il s'agissait de la réhabilitation de routes en terre, des routes bitumées, la réparation et la construction de ponts. Il y avait les sauts de moutons au nombre de 10. Il y avait
le déploiement, la réparation et le déploiement des bacs. Et fort malheureusement, on ne parle pas assez. Et pourtant, il s'agissait pratiquement de 240 millions. Donc, il y avait d'autres rubriques comme ça qui restent méconnues par notre peuple. Nous pouvons... Fort, malheureusement, on n'en parle pas. Alors que le coût global du domaine de la santé était estimé à 46 millions de dollars. Vous prenez l'éducation. 139 écoles à parachever, à construire, à réhabiliter. 139 écoles. Pardon, comité technique constitué de secrétariats techniques. 5e niveau, comité provincial, là c'est quoi? Territorial, non, et territorial des suivis. Et vous savez où est-ce qu'on a placé les administrateurs du territoire? C'est là. Toutes les décisions sont prises au niveau de Kinshasa. Toutes les décisions. C'est M. Félix Sekei qui en est l'initiateur. C'est lui qui donne l'orientation politique. Il renvoie à son Premier ministre. Et lui, avec le ministre sectoriel, font tout, ce qu'ils font semblant là. Et ils envoient à la coordination, à la coordination des opérations, là où il y a les ministres nationaux. Et après, il y a un secrétariat technique qui est constitué essentiellement de personnes que eux-mêmes vont se choisir. Il y a d'autres éléments d'information à côté. Et les administrateurs du territoire sont là justement pour voir ce qui se fait. Dites-moi, en quoi cela peut-il être donner l'impulsion de développement à la base? Qui ne sait pas qu'on ne développe pas un peuple? On aide un peuple à se développer. Et fort malheureusement, les provinces ne sont pas réellement impliquées. Et l'enveloppe est de combien? De 1,660 milliard de dollars. Ce qui est surprenant. Le coût des opérations est estimé à 1,450 milliard pour les territoires. Parce que, comme vous le savez, nous avons 145 territoires. Sur les 145 territoires, chaque territoire aurait droit à 10 millions de dollars. Ça vous fait 1,450 milliard de dollars. Mais pour ces gens ici, qui ont déjà des fonctions, qui ont déjà un budget de fonctionnement, budget d'installation et tout ça, on leur prévoit 210 millions de dollars. N'est-ce pas que ça a un caractère criminel? Ça représente plus de 12%. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend, même si ils n'avaient pas l'intention de détourner l'argent dans les 1,450 milliard, le fait seulement qu'ils ont créé eux-mêmes des stimulus avec 210 millions de dollars à répartir entre ces gens qui sont déjà excessivement payés, les provinces n'auront même pas le montant décaissé par ces gens ici qui auront la charge de mettre en œuvre ces fameux programmes. Ils vont construire des écoles. Ils vont réhabiliter les routes à dessert agricole. Ils vont construire les hôpitaux. C'est bien. Si on peut considérer ça comme des indices de développement, c'est bien. Mais lorsque vous allez aux articles 202, 203, 204, il y a séparation du pouvoir et les compétences dévolues, les compétences relatives à la construction de routes de dessert agricole, aux écoles, aux hôpitaux, à l'agriculture, sont des compétences exclusives des provinces. Exclusives des provinces. Seules les provinces ont le droit d'initier ces genres de programmes. Et en réalité, au regard de la charpente institutionnelle, sur les 100% des recettes à caractère national, 40% sont reconnus aux provinces, 10% pour caisse de péréquation, 50% pour le gouvernement central. Pour les 40%, 15% pour les entités territoriales décentralisées, 25% pour les provinces. Les routes à intérêt national sont construites par le gouvernement dans son budget d'investissement.